ce que je propose aujourd'hui dans cette version revisitée de l'ikigai, j'ai l'impression d'être un cuisinier, tu vois? Focus des compétences et apprendre des compétences dans tous les cas, c'est ça qui fera votre sécurité. Est-ce que le monde n'a pas plus besoin de câlins tout simplement et je peux aller dans la rue faire des câlins aux gens et les faire payer quoi? Je sais pas. Des joueurs de pro de foot, il y en aura, tout le temps, en fait, tu vois? Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, on est d'accord? En même temps, il faut bien que les gens, à un moment, qui sont là-haut, soient dit à un moment: «OK, je vais jusqu'au bout», tu vois? Et moi, je suis un peu un flippé, tu vois, au niveau des remboursements, mutuelles et tout, parce que quand tu es indépendant, c'est un peu le chaos, c'est un peu le flou. Bah, le VPT, mes lunettes, quoi, moi, je les porte tout le temps, enfin, sinon je vois pas et elle me fait, «Oui, bah, attendez, je vais aller mettre un point de colle quand même sur les anciennes lunettes et tout». Mec, elle revient, elle fait: «Ouais, ça a pas marché, du coup, j'ai mis un scotch». Donc mes anciennes lunettes ont un scotch dégueulasse, pour les maintenir, tu vois? Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue dans Systemator, le podcast dont les autres sont de plus en plus pragmatiques ou pas. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi, en tout cas, ça va bien. Et nous sommes tous les deux. Et aujourd'hui, on va parler de l'ikigai revisité pour gagner plus d'argent maintenant et tout de suite. Alors, récemment, on a fait un épisode sur le fait de s'essayer à plusieurs activités pour trouver la bonne. C'était un des épisodes précédents. Donc, aujourd'hui, on va zoomer un peu sur cette idée de choisir en fonction de ses compétences qu'on a déjà en revisitant justement ce principe de l'ikigai. On va vous expliquer tout ça. Mais avant, générique. Et je me suis rendu compte qu'on a oublié un truc super important avant de parler d'ikigai. Et oui, c'est l'appel à l'action. Ah là là. L'appel à l'action, si vous appréciez, écouter Systemator, je vous invite à poser, 5 étoiles comme ça, et oui, sur, la plateforme de votre choix, que ce soit Apple Podcasts ou que ce soit Stitcher ou une autre. On est également sur, Spotify, hein, il me semble. Je sais pas si on peut mettre des avis sur Spotify d'ailleurs. Mais voilà, ça nous aide à grandir et peut-être que Sébastien, tu as envie d'ajouter une petite note, concernant un commentaire qu'on a reçu récemment? Eh bien oui, mon cher Wesley, sur l'épisode de Marie Kondo, on a reçu un commentaire sur YouTube de Juliette Guibault, que je connais, que je salue, qui nous a parlé du fait qu'elle était en train de faire des ateliers déjà de développement personnel sur le désencombrement, le minimalisme, etc. Et que c'est effectivement une voie un peu royale pour le développement personnel. Elle applique la méthode de Marie Kondo depuis 2015 à peu près, et elle l'a pas lâché depuis. Et je confirme, hein, c'est un peu ce qu'on disait, c'est que c'est cette méthode où tu ranges une fois pour toutes et après, bah, techniquement, tu as changé vraiment quelque chose dans ta vie, tu as fait son switch. Donc elle, c'est intéressant parce qu'elle nous explique un peu son retour d'expérience là-dessus et effectivement, elle, ça n'a pas bougé depuis, elle applique toujours cette méthode. Et justement, elle nous donne une petite précision parce que c'est vrai que, mon cher Wesley, on a un peu tiré à boulet rouge sur le minimalisme, notamment quand tu disais, quand le mec il t'invitait chez toi et qu'il y avait genre qu'une chaise pour t'asseoir, tu vois? Effectivement, elle nous dit que voilà, quand on parle de minimalisme, voilà, on évoque le fait d'avoir le moins d'affaires possible, mais en fait, souvent, ce que disent les gens dans ce milieu-là, notamment dans le documentaire The Minimalist sur Netflix, qu'on a regardé il y a longtemps, toi et moi, donc je t'avoue que je Je me m'en souvenais souviens, ouais. plus parfaitement de tout ce qu'il disait dedans, mais qui m'avait bien marqué. Ils tiennent justement un discours un peu similaire à Marie Kondo, c'est-à-dire, bah, est-ce que c'est un objet qui va apporter une valeur ajoutée à ma vie, et sinon je le garde, enfin si c'est le cas, je le garde, sinon je m'en débarrasse. Voilà. Et donc généralement, ce qu'on me dit aussi, c'est que ceux qui sont un peu dans l'extrémisme de tout jeter absolument, d'avoir absolument rien chez eux, elles n'ont pas forcément compris le principe du minimalisme, ou alors qui ont vraiment besoin de pas grand-chose pour vivre tranquillement. Et justement, elle nous donne un terme intéressant, c'est quelque chose un peu différent du coup de minimalisme, parce que minimalisme, du coup, on peut l'associer au fait de volontairement avoir rien du tout chez soi, à plutôt essentialisme. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, comme terme. Peut-être qu'on pourra le développer un jour, mais voilà, ce terme un peu d'essentialisme, c'est-à-dire d'avoir vraiment que l'essentiel chez soi. Voilà, Yes, non, non, mais ça fait sens, ce qu'elle a dit Juliette, voilà. ce qu'elle a écrit.
Tout à fait. Donc merci à toi et puis, si vous avez, des choses à redire ou autre, n'hésitez pas à rentrer en interaction avec nous. On est super accessible, que ce soit sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, vous pouvez laisser des commentaires notamment, YouTube également, 112 ventes ou, Sébastien Brouillard, vous retrouverez tous les épisodes, dessus et voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, à discuter et voilà, nous relaiera vos revendications, si on dit des bêtises parce que bon, on enregistre un podcast par semaine forcément, il y a des choses, voilà, mais bon, voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de l'ikigai et du pragmatisme, mon cher Wesley. Je t'avoue que j'ai plein de préjugés parce que pour moi, l'ikigai, c'est un peu le terme à la mode, un peu stylé, un peu japonais, tu vois. Donc, du coup, je vais te laisser un peu expliquer ce que c'est et pourquoi tu as voulu en parler aujourd'hui. Oui, merci. Effectivement, j'avais déjà fait un épisode sur l'ikigai dans mon autre podcast, désormais arrêté, Explorateur de créativité. Et l'ikigai, pour être synthétique, c'est un concept qui nous vient de l'archipel d'Okinawa au Japon, qui signifie raison d'être. C'est la traduction la plus proche du japonais qu'on pourrait en faire. Et ça correspond à l'entrecroisement de 4 cercles. Donc imaginez-vous 4 cercles, ou sinon vous pouvez aller sur Google et taper Ikigai tout simplement, I-K-I-G-A-I. Et justement, l'ikigai, c'est le cercle au centre de ces 4 cercles qui allie ce qu'on aime, ce pourquoi on est passionné, d'un côté, ce dans quoi on est bon, ce pourquoi on est doué, ce dont le monde a besoin également, donc troisième cercle, et quatrième cercle, ce pourquoi on peut être rémunéré, payé. Et alors, on va en parler après, c'est un concept qui a aussi ses limites, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'entrecroisement de seulement 2 cercles ou 3 cercles euh, ne mène pas à une vie de complétude. Par exemple, quelqu'un qui adore faire quelque chose et qui est bon dedans, je sais pas, quelqu'un qui adore la voile et qui fait tout le temps de la voile, il va ressentir de la satisfaction personnelle vis-à-vis de ça, euh, mais ça va pas avoir d'impact et il va pas pouvoir être payé pour ça. Euh, et on va appeler ça une passion. Quelqu'un qui va être doué dans quelque chose et payé pour ça, bah voilà, c'est un métier, c'est quelqu'un qui connaît son métier, qui le fait très bien. Ça s'appelle une profession. Le problème, c'est que on va avoir, on va être dans une routine qui va être confortable, mais on risque d'avoir un sentiment de lassitude. Et même si le monde en a besoin, parce que si on n'aime pas profondément faire ce qu'on fait, bah, on va se lasser. Si on entrecroise ensuite tous les cercles, sauf le cercle de ce dans quoi on est doué, on va être enthousiasmé parce que le monde a besoin de ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait et on est payé pour le faire. Mais si on n'est pas bon, on risque de ressentir une certaine incertitude vis-à-vis de l'avenir. Très honnêtement, cette combinaison, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus rare quand même. C'est rare de faire quelque chose qu'on aime et d'être payé pour le faire et le monde en a besoin et de ne pas être doué dedans. Je pense que c'est plus rare quand même. Et puis typiquement, ce qu'on retrouve, c'est des personnes qui adorent faire quelque chose, qui sont douées dedans. Le monde en a besoin. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas payées pour le faire. Et là, on va avoir ressentir du plaisir, de la satisfaction, certes, mais sans rémunération. Et comme on le sait tous, ça va poser des petits soucis au bout d'un moment, si on n'a pas d'autres sources de revenus. Donc voilà l'ikigai. Je vous invite vivement à aller faire un tour sur Internet pour le visualiser, parce qu'on on est en contenu audio, donc C'est ça. je fais du mieux avec mes mots. Imaginez 4 cercles qui s'entrecroisent et au centre, vous avez l'ikigai parfait où tous les 4 cercles s'entrecroisent et ce croisement de tout ce qu'on aime, ce qu'on est doué, ce qu'on est payé, ce qu'on a besoin. Et puis à côté, des déclinaisons, en fait, tout simplement. Voilà, Entre et 2 les cercles et 3 déclinaisons, cercles. exactement, il y a la passion, la profession, la vocation et la mission. Voilà, je ne peux pas dire mieux pour commencer. Et c'est vrai que c'est un joli concept, l'ikigai, mais malheureusement, ça peut nous mener à un manque de pragmatisme. Moi, quand j'en parlais il y a, je sais plus, un an et demi, j'étais à fond dedans.
Mais le problème, c'est que j'avais tendance à vouloir absolument partir du cercle passion et du cercle ce dont le monde a besoin. Et ce que je propose aujourd'hui dans cette version revisitée de l'ikigai, j'ai l'impression d'être un cuisinier, tu vois? C'est de partir de ce dans quoi on est bon et de ce qui, paye bien ou ce qui nous paye déjà aujourd'hui. Et ensuite, à partir du moment où on a mis l'accent sur ces 2 cercles qui sont devenir bon dans quelque chose et trouver un moyen d'être payé pour ça, on est en mesure d'aller vers des missions qui nous plaisent davantage et dont le monde a besoin. Et cela pour 2 raisons. C'est que premièrement, on est déjà dans une situation de sécurité financière et donc on peut se permettre d'être plus «select» entre guillemets, sur les missions qu'on va accepter de faire et on va pouvoir également faire, des choses qui peut-être vont moins payer ensuite, mais qui vont nous passionner davantage ou qui vont nous sembler plus utiles pour le monde. Mais on pourra d'autant mieux le faire lorsqu'on aura une base financière solide. Et la deuxième raison de commencer par, en gros, les choses, qui payent et dans lesquelles on est bon, c'est que si ces missions ikigai, c'est-à-dire vraiment le fameux job de rêve, existent, bah et moi je veux bien y croire, la contrepartie, c'est qu'elles sont probablement prisées, par, énormément d'autres personnes. Il y a beaucoup de concurrence et justement le moyen de choper ces missions, de remporter le marché, c'est, d'avoir des meilleures compétences que nos concurrents. Parce que justement, en amont, on aura accepté de bosser sur des missions peut-être un peu moins passionnantes ou un peu moins qui ont un peu moins de sens, mais on aura en tout cas développé une vraie compétence. Ça me fait penser à un livre que je n'ai pas lu. J'adore parler des livres que j'ai pas lus. Hem, Concept. mais le titre déjà, parce qu'on m'en avait parlé un petit peu. Le titre veut dire beaucoup de choses. C'est, «So good they can't ignore you», tellement bon qu'ils, ne peuvent pas vous ignorer et justement l'auteur de ce livre, heu, il prend le contre-pied de ce que beaucoup disent. Il dit: «Non, l'idée c'est pas de développer une passion, c'est de devenir bon dans quelque chose». Alors c'est mieux si ça vous passionne évidemment, mais en devenant extrêmement bon dans un domaine ou dans 2 domaines, hem, les gens pourront pas ignorer que vous avez ces compétences et bah, vous allez faire votre trou, quoi. Donc la phrase du jour, c'est: «Apprends à aimer ce dans quoi tu es déjà bon et trouve du sens dans les choses pour lesquelles tu peux être bien payé». Voilà, je donnerai mon exemple, un peu plus tard dans l'épisode pour, étayer tout ça. Mais, ce constat, il vient, du fait d'avoir, pendant plusieurs années développer des passions, notamment la musique, le fait de lancer une chaîne YouTube, le fait de lancer des podcasts et de me rendre compte que rien de tout ça, ne me rapportait beaucoup d'argent, voire pas du tout et de me dire: «Attends Wesley, tu as une compétence qui est l'écriture. Pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas cette compétence à profit qui te permet déjà aujourd'hui de gagner ta vie pour, atteindre le niveau supérieur et intégrer tes passions d'une autre manière quoi, finalement?» Ouais, dans le cas de la vie de Wesley, ça fait 10 ans que je rédige pour le web. J'ai commencé, lors d'un stage pendant mes études et je me souviens que quand j'étais, adolescent, je voulais devenir journaliste. Donc j'avais déjà cette fibre en moi d'écrire de manière générale et aujourd'hui, bah, je sais écrire, avec une, très bonne orthographe et grammaire et hem, je sais, écrire, avec, une dimension SEO pour le web. Je sais, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. En revanche, je ne sais pas vendre et je me rends compte qu'en apprenant cette compétence et en la combinant avec la rédaction, eh bien, ça donne ce qu'on appelle le copywriting. Le copywriting, c'est, l'art et ou la science de persuader, heu, pour vendre. Voilà, de persuader avec, les mots et en parlant, avec mon entourage, avec, notamment un ami très proche, que tu connais aussi, Sébastien.
je me suis rendu compte que c'était la voie la plus efficace, pour moi d'être payé beaucoup mieux pour ce que je fais. Parce que justement, lorsque tu fais du copywriting, tu peux être payé à la commission et donc créer un effet de levier, c'est-à-dire que plus ton client gagne d'argent et plus toi tu vas, gagner. Alors là, je parle d'une combinaison de 2 compétences, qui est spécifique et je ne suis pas certain que ça s'applique à tout dans la vie, à n'importe quelle 2 compétences qu'on prend comme ça. Mais, en tout cas, elle confère cette combinaison, beaucoup de puissance et un impact potentiel. Heu, L'idée, c'est de devenir très bon en copywriting, de pouvoir être très bien payé pour le faire et de me dire: «Bah, avec le pouvoir des mots, on peut on peut influencer les gens» et ensuite, bah, tout dépend de la direction dans laquelle on a envie de les influencer. Est-ce qu'on a envie de les influencer pour qu'ils achètent une marque de soda ou est-ce qu'on a envie de les influencer pour, des choses qui font plus, sens pour nous? Et c'est comme ça que je suis en train de revoir un peu mon ikigai, c'est ouais, peut-être que plutôt que de rêver à vouloir changer le monde tout de suite et faire les choses par passion, ce qui ça n'empêche pas de faire des choses dans l'absolu, mais de vouloir, heu, fonder sa vie autour de ça, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas par, heu, ce qu'on sait déjà faire et qu'on apprécie évidemment un minimum et construire une réelle compétence en partant de ça? Et ensuite, je pourrais, monter un business avec ma sœur, par exemple, qui est coach sportive. Je pourrais, grâce au copywriting, promouvoir ma propre musique. Je pourrais également, me mettre en contact avec, des associations ou des organisations qui veulent sauver les océans ou qui défendent une cause qui est chère à mes yeux. Et ouais, j'ai eu ce constat il y a quelques jours et je souhaitais en parler dans cet épisode, Sébastien. Parfait. Ouais, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce comment tu perçois l'ikigai peut-être déjà? Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec toi sur plein de choses et je vais expliquer un peu pourquoi. Déjà, je trouve que en fait, alors je suis pas d'accord, mais encore une fois, c'est mon avis. Et en fait, ce qui est intéressant là, je pense, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on va avoir 2 avis contradictoires, mais au final qui se rejoignent. Et en fait, c'est-à-dire que ce qui rejoint dans le sens où, bah, l'important, c'est quand même de trouver une raison d'être justement. Le principe de l'ikigai, c'est ça à la base. Mais je pense que là où je suis pas d'accord, c'est sur le chemin emprunté parce que déjà, j'ai pas pris le même et qu'avec le recul que j'ai là-dessus, je regrette pas ce que j'ai fait, tu vois? Hem, En fait, imaginons donc si vous reprenez, si vous allez sur Google, vous cherchez Ikigai, vous allez voir cette espèce de cercle. Toi, Wesley, tu l'as pris dans un certain sens, tu vois? Tu l'as pris peut-être dans le sens de la profession, puis vocation, puis mission, puis passion et ensuite tu arrives du coup au centre, tu vois, du truc. Dans ton idée, ça serait ça ta vie donnerait ça en quelque sorte, à terme, tu vois? Je rectifie un tout petit peu ce que tu dis. J'ai essayé de le prendre dans l'autre sens. J'ai essayé de le prendre dans l'autre sens avec la musique en partant de la passion, tu vois? Mais effectivement, dans le cas là, spécifique de la rédaction et du copywriting plus précisément, je me rends compte que c'est effectivement, je suis plutôt dans la partie, gauche ou je sais pas, enfin Ouais, bref, ouais, la ouais. partie, en bas à gauche de l'ikigai. OK. Heu, Moi, je l'ai pris dans l'autre sens justement, hem et en fait, je pense que quand à partir du moment où tu commences par la passion, tu dois accepter les règles du jeu qui vont avec. C'est juste ça, en fait, pour moi. C'est-à-dire que Mmh. tu vas avoir vraiment 2 profils. Tu as les gens qui, peut-être par anxiété ou parce qu'il y a un peu la pression de l'entourage qui va être trop forte ou, l'environnement ou ce genre de choses, qui vont se dire: «OK, ben, moi, je dois faire des études, qui vont me mettre bien, il faut que je trouve un boulot où je suis bien payé, et puis après on verra, s'il me reste du temps pour faire des trucs à côté ou si dans 10 ans je monte ma boîte ou je fais autre chose, je fais un truc qui me fait plus kiffer. Mais d'abord, je vais commencer en bas de l'échelle. L'important, c'est que je commence à mettre des sous de côté, que j'assure ma vie matérielle, etc., etc.» Ça, c'est tout à fait louable et plein de gens font ça. Il n'y a pas de secret là-dessus. Et en fait, les choses se rejoignent aussi parce que tu as l'autre sens, c'est-à-dire que tu as les gens qui vont être plus être dans mon cas, qui vont se dire, qui vont un peu inverser le risque en mode: «OK, qu'est-ce que je risque à foirer un truc?» Mais en même temps, quel est le risque de ne pas me lancer à fond dans ce sujet-là? Je vais te donner un exemple très simple, en fait. Moi, quand j'ai vraiment commencé, mes études supérieures, donc j'étais arrivé à Lyon,
je ressors mon emploi du temps d'études supérieures. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller à Lyon. C'était parce que je savais que c'était une ville qui bougeait, qui avait pas mal de choses, et que j'étais dans le milieu un peu du jeu vidéo, de YouTube et tout ça. Et j'avais envie de développer des choses autour de ça. C'était vraiment ça que j'avais envie de faire. J'avais ma chaîne où je sortais 2 vidéos par jour à l'époque et tout. Enfin, vraiment, j'étais super motivé. Et je me suis dit, bah, c'est là-bas que je vais pouvoir faire des choses. Il y a la fibre optique, etc. Donc, je sentais le courant un peu venir de là, tu vois. Et je reçois mon emploi du temps et je me fais, putain, c'est pas vrai, j'ai 35 heures de cours, quoi. Plus les devoirs et tout, sur un sujet. Moi, je viens avec Bac Pro. Alors, tu passes Bac Pro BTS en termes de charge de travail. Bah, mon gars, t'es un peu au bout de ta vie, quoi. Et je me dis, en 3-4 jours, je me dis, non, mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, sinon je tue mon projet. Et le truc qui me fait le plus kiffer, je suis obligé de le tuer, tu vois. Donc j'ai fait non, non, je vais pas faire ça. Et j'ai démissionné genre 7 jours après, tu vois, le truc. Et j'ai choisi ma passion et pas les études, tu vois. C'est un choix qui peut paraître un peu fou, qui est très très loin d'être rationnel, qui est très très loin d'être sérieux même, j'ai envie de dire, tu vois. Et d'un autre côté, je me disais, ouais, mais en fait, j'avais 19 ans. T'as des gens qui vont pas être sérieux justement dans leur soirée, dans leur machin, tu vois, qui vont se dire c'est pas grave, je suis jeune et tout. Moi, je l'ai pris dans l'autre sens sur le côté professionnel, en mode ouais, mais si je prends Ouais. pas de risque maintenant, mais j'en prendrai jamais. Et justement, je pense aussi par expérience de ce que je vois par rapport à mes clients, c'est-à-dire que moi, je les accompagne sur le développement de leur boîte. Bah, à partir du moment où tu commences à avoir des complications, enfin des complications, tu commences à avoir des gosses ou des responsabilités ou des prêts pour ta voiture, pour ta maison et tout, mais c'est super compliqué de sauter le pas et de te dire: «OK, je switch du boulot que j'ai, qui est safe, où je gagne peut-être 2 000-3 000 € net par mois», je ne sais pas, tu vois? Ah, je me lance, sans parachute, tu vois? C'est Mmh super mh. difficile. Donc je pense qu'en fait, c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on voit le risque là, tu vois? Genre est-ce que tu as une envie qui est plus forte et que tu te dis: «OK, le risque justement, c'est de pas prendre de risques», ou au contraire, est-ce que c'est, hem, est-ce que c'est, bah, OK, moi je veux me sécuriser et ensuite je vais aller vers ce qui me fait vibrer? Mmh. C'est plus difficile de faire ça et je pense aussi, c'est pour ça aussi que tu parles de ça aujourd'hui. C'est plus diffi faut pas se mentir, c'est plus difficile de faire ça. Plus la vie avance, plus c'est difficile. Toi, Wesley, par exemple, bah, tu as 30 ans maintenant, tu nous avais parlé il y a quelques épisodes, bah, Bien sûr, forcément, tu vois le monde différemment que quelqu'un qui en a 19, quoi, tu vois? absolument. Et je pense que c'est, parce que moi, tu vois, j'ai souffert un peu je parle de ça avec de la passion parce que j'ai souffert de ce discours-là, justement. De gens qui me disaient: «Non, mais il faut faire les trucs sérieusement, d'abord ta vie matérielle, d'abord ça et tout». Ouais, mais en fait, ce que j'ai compris avec le temps, alors je me suis ramassé, hein, pendant 3-4 ans et même encore aujourd'hui, tu vois, je galère encore, mais ça va quand même mieux. Mais je me suis quand même bien ramassé les premières années. Ce que j'ai compris et ce que j'ai tiré de ça, parce que j'ai continué là-dedans et aujourd'hui, bah, justement, on parlait de temps en temps de ma chaîne YouTube sur ITLFR qui cartonne. Heu, je veux dire, on est 1er en France sur le sujet et vraiment, enfin, on on n'a pas de concurrence pour le moment vraiment sur le sujet sérieuse, on va dire. Hem, Bah, ce qui a changé vraiment la donne, c'est déjà les compétences que j'ai développées, par le passé. Donc je pense qu'effectivement ce focus des compétences, et apprendre des compétences dans tous les cas, c'est ça qui fera votre sécurité. C'est pas avoir votre job, c'est pas, voilà, je pense que tu peux aller dans ta passion, mais le plus important, le numéro un, c'est quelles compétences tu développes pour toi, histoire que ton profil à toi devienne intéressant, si tu veux. Moi, j'ai chopé mes jobs, alors que j'avais aucune expérience, tu vois? À chaque fois que j'ai postulé avec lettre de motivation, CV et tout quelque part, j'ai jamais été pris. Par contre, je suis tout le temps allé dans des boîtes en proposant des projets par rapport à mon profil. Par exemple, à l'époque, en 2014, j'étais une des rares personnes qui savait faire de la diffusion de vidéos en direct, mais sans avoir besoin de régie télé. Pour se remettre dans le contexte, en 2014, Facebook Live, etc., ça n'existait pas. C'est-à-dire que pour lancer un live, bah, il te fallait une régie, il fallait brancher les caméras dessus, etc. Donc c'était du matos. Et à l'époque, c'était la télé qui faisait ça. Donc t'en avais pour 15 000 balles, quoi, minimum. Et tu avais ce milieu du streaming jeux vidéo qui avait bien émergé. Donc les moyens techniques avaient baissé. Mais les professionnels connaissaient pas tout ça, toutes ces techniques-là. Et moi, j'étais embauché à la base pour ça, tu vois. Par rapport aux compétences que j'ai développées grâce à ma passion, tu vois. Tout ça pour dire que les compétences, c'est numéro un. Et je pense aussi que le plus important, si on s'engage sur la passion, c'est vraiment réfléchir le plus vite possible au modèle économique que tu vas avoir. Juste avant, non, je rajoute un petit truc. Gabriel nous avait dit un truc super intéressant il y a quelques épisodes, quand on l'avait interviewé, l'épisode sur Novacorp. Il nous a dit, bah, Mmh. OK, en fait, soit tu fais ça parce que tu kiffes et c'est cool,
et ça te fait du bien, mais dans ce cas-là, c'est une passion et c'est tout à fait OK. Soit tu décides de te dire: «OK, ouais, c'est une passion, mais comment est-ce que je le professionnalise?» Je peux te dire, quand tu fais ça à temps plein, c'est plus une passion. Enfin, tu kiffes toujours ce que Voilà. tu fais, mais tu es, à fond dedans, quoi. Moi, personnellement, j'étais dans le jeu vidéo, j'ai pas touché à un jeu vidéo pendant au moins, 3-4 ans, tu vois? En réalité. Le seul moment où je Mmh, touchais aux mmh jeux mh. vidéo, c'était quand je faisais les émissions. Donc quand je «bossais» entre guillemets. Mon passe-temps n'était plus du jeu vidéo et c'est OK, tu vois? Il y a pas de problème avec ça, je suis tout à fait OK. Et tout ça pour dire que si c'est quelque chose que déjà, il faut vraiment se poser la question: «Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça et de le vivre au quotidien?» Donc il faut voir tous les aspects et surtout les plus dégueulasses. C'est-à-dire ceux que tu te dis: «Ah ouais, le quotidien va quand même y avoir ça, va quand même enfin des moments, compliqués où tu dois prendre des décisions compliquées à certains moments». Et il faut réfléchir le plus vite possible, je pense, au modèle économique que tu veux, en fait, si tu veux y arriver, tout simplement. C'est-à-dire déjà, tu peux te baser sur: «OK, est-ce qu'il y a des gens déjà qui vivent de cette passion-là?» Si c'est la réponse est oui, ce qui est souvent le cas, tu dis: «Bah, OK, c'est cool, ça veut dire que potentiellement, je peux y arriver, je peux le faire aussi parce que, quelqu'un le fait dans le monde». Ensuite, deuxième question, c'est, dans ton domaine, comment est-ce qu'on gagne des thunes concrètement? Qu'est-ce qui fait que tu gagnes de l'argent? Tu vois? Pourquoi et comment? Et ça déjà tu des réponses par rapport à ça. Et puis, bah, moi l'erreur que j'ai faite, je pense que je terminerai là-dessus, c'est réfléchir à ce dont le monde a besoin, justement cette partie-là, que je pense que j'ai pas assez réfléchi. J'ai réfléchi sur ce que j'aimais, sur ce que j'étais doué et sur pourquoi j'allais être, plus ou moins payé. Mais j'ai pas réfléchi en profondeur aux besoins, dont les gens avaient besoin pour aller plus loin. C'est-à-dire juste passer de: «OK, j'ai des petites prestats de temps en temps assez rares parce que c'est quand même un milieu un peu niche et c'était assez neuf», à: «OK, comment est-ce que je peux faire pour aller plus loin?» et avoir vraiment cette vision en mode: «Voilà ce que j'ai besoin de faire pour que les gens kiffent ce que je fais, qu'ils reviennent et que je transforme vraiment cette passion en travail quoi, en quelque chose que je fais, au quotidien». Donc voilà un peu mon avis, Wesley, je sais pas ce que tu en penses? Bah, c'est hyper intéressant ce que tu partages, Sébastien et effectivement, ça se rejoint, nos 2 visions se rejoignent. C'est que, heu, j'ai essayé de passer par, la case ce que j'aime, et ce dont je pensais que le monde avait besoin. Parce que alors peut-être qu'on devrait redéfinir ce cercle-là. Quand on parle de ce dont le monde a besoin, est-ce qu'on entend, des choses vraiment de grande magnitude et vraiment c'est ouais, je sais pas, on pense à l'environnement, on pense à, la macropolitique, enfin de la géopolitique, on pense à, vraiment du social, on pense à est-ce que c'est lié à quelque chose qui a du sens et qui va être éthique? Ou est-ce que c'est vraiment ce dont le monde a besoin et tu te dis, «OK, telle grosse boîte, elle vend des photocopieurs». Je veux même pas parler d'un truc qui pourrait être étiqueté négatif, mais quelque De chose basique. d'assez Ouais. neutre finalement, d'assez basique. Heu, le monde a besoin de photocopieurs, en tout cas aujourd'hui, ou le monde a besoin d'ordinateurs ou de ce que tu veux. Et si j'aide cette entreprise à vendre, ces produits-là, est-ce qu'on peut dire que le monde en a besoin? Est-ce que le monde n'a pas plus besoin de câlins tout simplement et je peux aller dans la rue faire des câlins aux gens et les faire payer quoi? Bah, Je c'est sais là pas. où l'angle du jour est intéressant parce que tu as beau être dans ta passion, le pragmatisme fait que tu vas réussir ou pas, je pense, en grande partie. Par exemple, je vais rebondir après sur, cette histoire de besoin, mais par exemple, pour comparer mon projet d'avant dans le jeu vidéo et mon projet d'aujourd'hui sur le jeu vidéo justement avec LFR, la grosse différence, c'est qu'on a été super carré. On a analysé toutes les difficultés en face de nous sans les ignorer parce que quand tu on a très très vite tendance à s'auto-confirmer les choses et à vouloir rester un peu dans notre zone de confort, ce qui est normal. Et du coup, à pas aller voir les obstacles en face. Et la grosse différence qu'on a fait, c'est que nous, tu vois, on a pris nos armes et on s'est vraiment mis en face du problème, tu vois. On s'est dit, OK, on part de zéro. Nos concurrents, ils ont déjà 14 000 followers, etc. Enfin, ils sont connus, ils ont des structures, ils savent faire 10 fois plus de trucs que nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour se différencier? Sur quoi on est différent des autres et qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens? De l'information sur le jeu, de l'animation avec des vidéos qui sont, rigolotes en ajoutant des choses et tout. Ça, je savais que les concurrents pouvaient pas le faire, ils pouvaient pas le tenir et nos concurrents sur YouTube qui étaient, déjà là, eux étaient tout seuls. Nous, on était une équipe. Voilà les différences, tu vois? Et on a Ouais, ouais. apporté d'abord de l'information et de plus en plus, on va vers du divertissement en plus, tu vois? Et c'est ça qui nous permet d'évoluer. Donc je pense qu'en fait, le besoin,
faut pas être. Enfin, tu vois, Sébastien Nunez, dans l'épisode précédent, nous parle de la vision à 100 ans. Et là, je pense qu'effectivement, plus tu te projettes loin, plus tu peux tendre vers un idéal, tu vois. Mais Mmh. je Ouais. trouve ça hyper risqué parce que là, on parle de court terme. C'est-à-dire comment je vis dans, dans 1 an, dans 2 ans, tu vois. De quoi je vis, quels Ouais, sont ouais. mes revenus et est-ce que je m'en sors, en fait, tout simplement. Du coup, si tu es dans le court terme, je pense qu'il faut oublier toutes les visions un peu superflues. Pour moi, il faut être le plus précis possible sur, OK, parlons de photocopieurs, justement. OK, tu vois, il y a des le monde a besoin de photocopieurs, il y a des boîtes qui ont besoin de photocopieurs. Très bien. Et là, on peut se dire, oui, mais alors, pourquoi ils ont besoin de photocopieurs, en fait? Ils ont besoin d'imprimer des documents, ils ont besoin de les avoir à côté. Tu vois, il faut creuser un peu le besoin pour ramener sur quelque chose d'humain, en fait. Exactement, je suis absolument d'accord. Par exemple, si tu es capable de faire un photocopieur qui imprime 4 fois plus vite et qui consomme 3 fois moins d'encre, bah, tu fais des économies. Le monde a besoin d'économies. Bim. Et donc, tu as ta grande vision de réduire les coûts, par exemple, des entreprises. Et tu l'as fait parce que tu as un produit, tu as trouvé un produit, une technologie qui permet de consommer moins de papier, etc. Et pareil, besoin écologique, par exemple. Ta grande vision, c'est écologie. Donc, à 100 ans, imaginons que tu veux je sais pas, on coupe moins d'arbres, bah tu consommes moins de papier, moins de choses comme ça. Tu trouves des solutions par Mmh. rapport à ça. Ouais. Ouais, ouais, les batteries, par exemple, je sais pas si Exactement. elles sont faites en lithium, les batteries des photocopieurs, mais voilà, c'est effectivement, par exemple. Exactement, exactement. Et je pense que il faut vraiment voir ce côté. Ok, j'ai ma grosse vision, c'est super cool, trop bien. Mais c'est pas ça qui va me faire avancer. Ça, c'est cool. En fait, humainement, je vais me sentir bien et accompli si je tends vers cette grande vision. Mais c'est pas pour autant que nous, on doit tendre vers cette vision. C'est-à-dire que nous, on doit tendre vers qu'est-ce que la personne en face de moi, dans mon domaine, a besoin réellement. Qu'est-ce qui va le faire qui va se dire Ouais. ah ouais, là c'est trop cool, j'adore bosser avec cette personne, il m'apporte vraiment un truc qui me plaît. Et on est des humains, quoi. On a beau être habité par des grandes visions, des grands rêves, on est entouré de choses très réelles, tu vois. J'ai besoin d'un café, hop, j'ai mon fil, j'ai mon café, hop, tu vois, je me fais mon café, tu vois. Il n'y a pas de grande vision derrière là-dessus. Mmh. Je Tu vois ce vois que je veux dire? exactement, ouais. Mmh. Mmh. Ouais, moi, je pense qu'effectivement, là, sans trop digresser et philosopher là-dessus, mais ce dont le monde a besoin, par exemple, les gens, si tu vends du soda, voilà, pour ne pas citer une marque de soda, euh, les gens, est-ce qu'ils ont besoin d'acheter du soda? Je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, il y a une demande. Et la question plutôt à se poser, c'est est-ce que ce que je vends ou ce que je contribue à vendre finalement, ou est-ce que enfin, le produit pour lequel je travaille, directement ou indirectement, euh, et ça c'est vraiment une question après de morale, et ça dépend de chacun, hein, va bénéficier à la personne qui va le consommer ou Ouais. pas. Mais Et effectivement, la personne, elle peut kiffer boire ce soda, euh, et en revanche, est-ce que ça va lui apporter de la santé? Ça se discute. Mais, mais tout est discutable parce que dans ce cas-là, voilà, on peut discuter des jeux vidéo, on peut même discuter le développement personnel, on peut discuter même des choses qui soi-disant pourraient paraître euh, plus importantes, mais après tout, on peut remettre en question tous les métiers bien dans sûr, c'est l'absolu. ça qui est génial et c'est ça qui va vous permettre de créer en fait. Parce que, tiens, on prend l'exemple des sodas. Allons jusqu'au bout du truc, tu vois. Ok, soda, on a besoin de boire de l'eau. On a besoin de boire des liquides. Enfin, on a besoin, notre corps est constitué d'énormément d'eau, donc on doit boire régulièrement. Bon, l'eau, c'est pas le truc, genre le plus kiffant du monde à boire. Enfin, c'est cool et tout, ça te rafraîchit, mais en soi, ça n'a pas de goût, tu vois. Le soda, les mecs, ils ont rendu ça plus cool parce qu'il y a du sucre, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Donc, tu as le soda qui est créé. Maintenant, tu as d'autres formes de soda aussi qui se disent ah ouais, mais les sodas qu'on vend, ils sont dégueulasses. Ils font énormément de mal à l'organisme, etc. Donc, nous, on va créer une nouvelle marque de soda, mais qui soit plus bio, tu vois, ou des meilleurs produits dedans, qui est toujours un peu ce côté, ok, la boisson, le but, c'est que l'eau, ça soit mieux à boire, plus sympa, tu vois. Tu vois, on D'accord, peut ouais. le voir comme ça, en fait. Et donc, du coup, t'en as un qui s'est basé sur le fait très réel, ok, l'eau, c'est chiant, donc on va mettre des trucs un peu plus fun dedans. Et l'autre qui se dit, ok, les mecs qui ont mis des trucs plus fun, en fait, ils détruisent l'organisme des gens. Donc, nous, on va faire la même chose, mais en plus éthique, en meilleur pour la santé, etc. Absolument, ouais. C'est un très bon exemple ouais, que tu donnes. Et en fait, on va faire ça pour tout. Donc voilà. Et donc après, à vous de choisir entre guillemets votre camp. Soit vous avez déjà une passion et vous dites, ok,
je veux monétiser ça, je vais y aller à fond. Et donc, c'est là où il faut faire preuve de créativité parce que déjà, il faut regarder qu'est-ce qui existe comme modèle économique, tout ça, mais si c'est pas en faisant exactement la même chose que ça va forcément marcher. Ouais. Donc c'est là qu'il faut avoir cette intelligence de réfléchir au modèle économique. Et pour ça, la meilleure façon de faire, je trouve, c'est de regarder tout ce que vous voyez, d'analyser tout ce que vous voyez, quoi. Pourquoi ça marche sur tel domaine, pourquoi ça marche sur tel secteur, et cetera. Et je pense que c'est ça qui, en tout cas moi, ça m'aide énormément dans mon développement à moi en termes de professionnel. C'est de regarder, d'analyser toutes les marques, de réfléchir: «OK, comment ça se fait qu'elle, elle vend? Comment ça se fait qu'elle, ça a fonctionné? Comment ça se fait qu'elle a une hyper croissance? Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils font en termes de productivité qui fait que ça marche?» Toutes ces choses-là, en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive, enfin, selon moi, à un bon équilibre, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Hem, Effectivement, pour recentrer un petit peu sur ce que je disais initialement, heu, je pense qu'il y a des compétences qui sont clés et qui permettent qui nous comment dire? Qui nous arment mieux dans la vie. Et le fait de savoir vendre, elle en fait clairement partie, quoi. Ça fait, des dizaines et des centaines d'années et même plus parce que finalement, là, c'est la persuasion, la vente. C'est juste que la différence, c'est qu'on a mis un prix sur un produit, mais persuader quelqu'un de dépenser quelque chose pour obtenir une certaine valeur en retour, ça vaut de l'or, c'est le cas de le dire. Le fait de savoir coder, je soupçonne que c'est quelque chose mmh, qui peut vraiment faire la différence, tu vois? Si tu es, capable de coder, bah, tu peux, voilà, coder un site et créer une application et et avoir un impact, tu vois? Et créer ton truc plus rapidement. Les gens qui sont ingénieurs ou qui ont en tout cas une prise de position, une prise de vue scientifique sur les choses, le fait d'être rationnel, ça aide aussi. Le fait d'être bon en design aussi, d'avoir, un sens artistique, mais tu vois? Utiliser ce ce sens graphique ou artistique pour justement faire des choses qui vont vendre et qui vont avoir un impact dans le monde, tu vois? Yes. Et ça me fait penser à un podcast que j'avais écouté. Le mec parlait justement de ces 5 ou 6 compétences, clés à avoir au 21e siècle et dans celle-ci, il y avait justement, la vente, il y avait le code, il y avait le fait d'être capable de créer un média, tu vois? Par exemple, pouvoir créer un podcast, une chaîne YouTube et faire connaître rapidement une marque ou un concept ou un produit. Et je me souviens plus de la liste, hein, entière. Mais moi, ce que je vous invite à faire, vous qui écoutez ce podcast, c'est à vous poser la question de: «OK, qu'est-ce que je sais déjà faire? Qu'est-ce que vous savez déjà, faire? Dans quoi vous êtes déjà doué naturellement? Ou est-ce que, voilà, dans quoi vous êtes, compétent parce que vous avez acquis, ces compétences? Et qu'est-ce que vous aimez faire également? Et qu'est-ce qui paye par rapport à ces compétences-là?» Et effectivement, quand on part de ça, on va, c'est comme si on commençait à préparer son arme, tu sais, à aiguiser son couteau. Alors et justement, après le couteau, à quoi il va servir? Ou même on pourrait dire le sabre, est-ce qu'il va servir à tuer ou est-ce qu'il va servir à sauver? Et c'est là que justement c'est le double tranchant de la chose et ça vous appartient ensuite de faire quelque chose qui a du sens pour vous et qui va contribuer, positivement au monde, ou pas. Mais moi, ça me fait mal au cœur de me dire: «J'ai envie de contribuer au monde, mais j'ai aucune arme entre les mains». Alors peut-être le mot arme peut choquer un peu, mais j'ai aucun pouvoir, j'ai aucun atout, j'ai rien. Alors c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des choses que je sais faire et j'ai des compétences, vraiment tangibles. Mais ju justement, mon changement de vision, par rapport à l'ikigai, c'est de me dire: «OK, je vais affiner le silex, je vais vraiment affiner, le sabre et avec ça ensuite, je vais pouvoir aller faire des choses plus grandes qui ont du sens». Parce que si j'apprends à vendre, bah, je vais pouvoir le faire aussi pour mes propres projets. Je vais pouvoir aussi le faire si dans 1 an ou 2 ans, j'ai une idée de business. Et en plus, d'ici là, j'aurai, une situation financière qui me permettra plus facilement de le faire. Et je peux même, pourquoi pas, lancer quelque chose en parallèle aussi, à condition que je m'y retrouve à la fin de l'année, quoi.
Donc c'est plus dans l'absolu, je suis toujours, d'accord avec l'importance d'être passionné par ce qu'on fait, c'est la clé. Mais plutôt que de vouloir absolument vivre de sa passion et se dire: «Non, il y a there is no other way, je veux absolument passer par là», eh bien, d'apprendre à aimer des choses dans lesquelles, on est, plus compétent que la moyenne et bah, qui Ouais. payent, quoi. Apprendre à aimer ça et un peu changer son angle et se dire: «Ah ouais, attends, j'ai déjà ça». Plutôt que de vouloir devenir le nouveau Cristiano Ronaldo, je vais donner un exemple tout bête, se dire: «J'adore le foot, mais je suis pas en mesure de devenir un professionnel», par exemple. Heu, Qu'est-ce que je peux faire autour du football? Il y a énormément de métiers dans le football, Clairement. mis à part le fait d'être joueur. Bah, tout dépend en fait de votre hargne en quelque sorte, du niveau d'exigence que vous avez, là-dessus. Parce que c'est pareil, des joueurs de pro de foot, il y en aura, tout le temps en fait, tu vois? Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, on est d'accord? En même temps, il faut bien que les gens, à un moment Mmh. qui sont là-haut, soient dit à un moment: «OK, je vais jusqu'au bout», tu vois? Donc c'est à vous d'évaluer Aussi. ça. Est-ce que vous êtes prêt à prendre les risques pour? Est-ce que, voilà, c'est en fait, c'est vraiment cette question, je pense qu'il faut être hyper carré sur les bons côtés et les mauvais côtés. Heu, Quelles vont être les difficultés? Qu'est-ce que je fais si ça marche pas? Et si tu as tout planifié, tu vas plus relax en plus. C'est souvent, d'ailleurs, quand on se prend le moins la tête que les choses marchent le mieux bizarrement. Et du coup, quand tu vas Mmh. relax parce que tu as déjà un plan B, tu sais déjà quoi faire, si jamais ça marche pas ou si tu te blesses ou s'il y a un souci et ben, ouais, tu es cool, tu vois? Tu avances, tu as ton plan B, tu es en mode: «Bon, bah, c'est si ça marche pas, tant pis, je ferai autre chose» et voilà. Et de toute façon, parmi les compétences que vous avez développées sur vos projets, parce que si vous lancez un projet, vous allez forcément devoir développer des compétences, même si vous partez de zéro. Bah, naturellement, il y en a qui vont plus vous plaire que d'autres et naturellement, vous devriez tendre, je pense, par rapport à ça. Et pour classer un peu en 2 catégories, je dirais qu'on a les compétences vraiment de long terme, la vente, l'anglais, par exemple, aussi, pour, nos francophones. Mmh. C'est en fait, plus tu les apprends tôt dans ta vie, plus, le retour sur investissement va être gigantesque parce que, dans 40 ans, ça te servira encore de parler anglais, dans 40 ans, ça te servira encore de vendre. Si après, tu as des compétences, on va dire, court terme qui sont là, souvent des compétences, on va dire, de tendance ou de technique. Par exemple, si tu sais faire de la publicité sur internet, je sais pas si tu sais, Mmh. ouais, si tu connais parfaitement l'algorithme, YouTube, les choses comme ça. Et de l'autre côté, les compétences techniques, c'est pas parce qu'elles sont plus court terme qu'il faut quand même les oublier. Moi, c'est mes compétences techniques qui m'ont permis de faire des choses. Certes, le reste va me permis d'articuler et de savoir comment j'utilisais la technique pour mettre au service de quelque chose qui fonctionne et pas l'inverse. Donc la technique, faut pas le négliger non plus. Savoir faire par exemple des vidéos, savoir, faire de la pub, sur internet, ce genre de choses. Bah, certes, c'est plus court terme, mais c'est la combinaison des 2 qui fait que tu as des résultats derrière. Et si tu as des compétences techniques et des compétences, de long terme, bah, tu vas vraiment te créer un profil intéressant parce que tu vas savoir de quoi tu parles et en plus tu vas savoir le faire. Ouais, je mets juste une nuance, à ce que tu décris. La vente pour moi, c'est clairement une compétence technique et même l'anglais. Peut-être que ce que tu voulais dire, et dis-moi si je me trompe, mais c'est qu'il y a des compétences techniques ou des compétences, vraiment de long terme et qui sont, on va dire plus généralistes, ou plus atemporelles et il y a des compétences qui vont être spécifiques, qui vont être vraiment spécifiques à une plateforme, faire de la pub Facebook, faire de la pub Google, savoir monter une vidéo, dans un certain format, heu et mais savoir vendre, c'est clairement technique, tu vois? Même si c'est long Je terme. suis pas trop d'accord parce qu'en fait, bah, la vente, c'est large en fait. Alors certes, les concepts sont les mêmes, mais c'est pas parce que tu sais vendre que tu vas savoir forcément vendre au téléphone, que tu vas savoir forcément vendre porte à porte, que tu vas savoir vendre en magasin, que tu vas savoir vendre sur internet. Ouais, Tu c'est vois, vrai. tout ça, c'est compliqué. Par exemple, si tu sais vendre sur internet, bah, apprendre à amener du trafic par de la pub, par exemple, c'est super intéressant parce que d'un coup, tu allies 2 compétences qui ensemble font x10 au niveau des résultats, tu vois? Ouais, c'est vrai, C'est pour c'est ça que vrai. je le vois comme ça. Donc selon toi, c'est le copywriting concrètement sur le web, des tunnels de vente, les pages de vente, ça, c'est une compétence, technique, spécifique pour toi? Bah, ça dépend. En fait, enfin, ça dépend, mais l'écriture de page de vente est assez technique, mais comment dire? C'est pareil, en fait. Si tu fais des super pages de vente, mais que derrière tu es pas capable de set-up tes emails, tes tunnels de vente, de faire en sorte que les paniers fonctionnent et tout, bah, c'est cool, tu vas juste faire ta page.
tu vas peut-être être payé pour ça, mais tu seras pas, tu vas vite être limité, en fait, par ta technique. Et moi, je vois beaucoup Ouais, de ouais, gens qui bien sont sûr, dans ce cas-là. bien C'est sûr. aussi pour ça que j'en parle. Je vois beaucoup de gens, dès qu'il y a le moins de problèmes techniques en face d'eux, ils sont au bout de leur vie. Et c'est pour ça que, par exemple, j'incite de plus en plus les gens, comme mes clients, par exemple, je pourrais leur vendre des sites web. Je sais le faire super rapidement et fonctionnellement, mais je les invite à le faire eux-mêmes, en fait. Je leur explique comment le faire, parce que s'ils comprennent comment le faire, même si c'est difficile au début, tu peux avoir, tu sais, un peu cette réticence. Ah ouais, mais je comprends rien, les noms de domaine, les hébergements, tous ces trucs, installer WordPress. Ouais, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, vraiment, parce que plein de gens le font. Moi, je l'ai fait quand j'avais 14 ans, quoi, tu vois, la première fois. Enfin, voilà. Euh, En fait, il faut se mettre les mains dedans, quoi. Tu vois, faut essayer de comprendre et ça va te servir vraiment pour du plus long terme. Et ça te rend pas esclave de la technique. Parce qu'il y a rien de pire, je pense, et c'est d'ailleurs un problème de société. On va pas aller trop loin non plus, mais je pense que beaucoup de gens sont difficilement embauchables parce qu'ils ont aucune connaissance technique et que s'ils en avaient même quelques-unes, même assez simples, bah, ça change pas mal de choses. Exemple. euh, j'ai jamais compris pourquoi en bac professionnel commerce, on n'apprenait pas à utiliser Photoshop, par exemple. Parce que quand tu sais utiliser Photoshop, tu sais faire des affiches pour ton magasin, par exemple, tu vois. Bah, c'est tout Ouais, con, ouais, mais ouais, ouais. des belles affiches, c'est ce qui fait que derrière, tu as des gens qui vont peut-être rentrer, tu vois, ou qui va avoir de la communication qui va fonctionner. Voilà, ça, c'est un exemple concret de choses. Yes, yes, bah, ça illustre très bien le point de ce podcast. Je pense qu'on a réussi à faire ensemble finalement. Tous les cercles sont importants dans l'ikigai. Si on s'appuie sur l'ikigai, hmm, c'est important de rester à la fois réaliste par rapport à ce que je sais faire, ce que je peux apprendre et ce dont le marché devant moi, autour de moi a besoin, sans oublier bah, de rêver un petit peu évidemment, Clairement, bah, d'aimer ce que je fais parce que la vie c'est du kiff, jusqu'à preuve du contraire, on va tous disparaître un jour et, et ouais, trouver du sens là-dedans aussi. Donc c'est arriver à entremêler tout ça, intégrer tout ça. Et si ça marche pas dans un sens, dans une direction, bah, peut-être prendre le problème à l'envers. Voilà, c'était un peu mon conseil du jour finalement, prendre le problème à l'envers et pas s'obstiner à partir absolument. Et il y a des gens aussi qui sont dans le cas inverse, effectivement, qui sont payés et qui sont bons dans quelque chose, donc c'est vraiment leur profession, mais ils y trouvent aucun sens. Donc une fois qu'ils ont ça, c'est bien, mais il y a plein de gens malheureux là-dedans et eux, je les invite à réfléchir à voilà, comment ils peuvent rendre ça un peu plus sexy et un peu plus utile ou voilà, carrément, lui donner du sens, quoi. carrément. Et ben voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de ce sujet-là. Si ça vous a plu, on vous invite à laisser une petite évaluation à 5 étoiles sur Teacher ou Apple Podcast. Laissez-nous des commentaires aussi sur Apple Podcast ou sur YouTube aussi. Sébastien Boer ou 112 ventes, cherchez ça sur YouTube, vous devriez trouver sans tout de problème. Et puis on a notre site systemator.tech. Vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact. On reçoit les mails, on vous y répond et on en parle même dans l'émission si besoin est. Donc voilà, n'hésitez pas également à en parler autour de vous. En fait, bon, les étoiles, tout ça, c'est cool, faut le faire, hein, c'est très important. Mais si vous arrivez à en parler à des gens qui peuvent être intéressés par les podcasts ou par les sujets qu'on évoque, ça nous aide beaucoup plus en fait que juste ces avis. Donc n'hésitez pas à le faire et ça nous aiderait voilà beaucoup. On vous remercie. On va passer au truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Mon truc de la semaine, c'est le fait de méditer chaque jour et je coche ça dans mon agenda. J'ai un agenda papier maintenant, donc ça me permet vraiment, tu vois, de cocher chaque case chaque jour et d'avoir, cette vision, hem, d'ensemble et de pas vouloir briser cette chaîne, tu vois? Ça m'incite à continuer. C'est un truc dont on parle beaucoup en ce moment, j'ai l'impression, c'est cette idée d'avoir un calendrier physique et de mettre une croix sur chaque date pour faire une sorte de chaîne parce que du coup, ça t'incite ça gamifie un peu le truc. C'est-à-dire que tu pas envie de casser la chaîne, quoi. Tu as Mmh. envie de jouer le jeu et de te dire: «OK, je mets une croix tous les jours, sur mon truc» et tu l'as mérité en quelque sorte. Ouais, ouais, ouais. Donc effectivement, je voulais parler de 2 choses différentes. Il y a, ce système d'avoir un agenda papier qui nous suit partout et que voilà, que tu peux vraiment avoir au chevet de ton lit et tu pas besoin d'ouvrir, enfin
de switch on un écran pour cocher ta case, tu vois? Et ça, c'est quand même plus agréable finalement de retrouver un peu le papier à ce niveau-là. Et la deuxième chose, plus importante encore, c'est ce que tu y mets dans ce journal et ce que tu fais concrètement tous les jours pour, bah, te sentir mieux, être plus performant, être plus à l'aise. Et concrètement, pour moi, c'est la respiration consciente et la méditation. Je le fais tous les jours. Je me rends compte que, ma respiration, c'est pas du tout ça. On est censé respirer, avec le ventre, hein, de manière, en profondeur, de manière, profonde et le fait de faire des pauses plusieurs fois dans la journée, entre mes cycles de travail, par exemple, ça me permet de me reconnecter à ma respiration, et le fait de faire ne serait-ce que 3 minutes de respiration connectée avec les yeux fermés. Quand je dis connecté, hein, c'est pas sur internet, heu, ça change la donne, quoi. On se sent mieux après et en tout cas moi je me sens d'attaque pour, retourner faire ce que j'ai à faire, quoi. Ça déstresse et tu te sens mieux après, quoi. Mmh. Voilà, donc ces petites actions tous les jours et prendre ça au sérieux, quoi. Enfin, se prendre au jeu plutôt, j'ai envie de dire. De, se dire, «Je vais en faire une réelle habitude» et plus on la fait, plus elle se renforce, hein. Le fait, moi, d'avoir, à la fois un journal de bord et le fait de méditer slash respirer, ça fait des années que je le fais. Évidemment, j'ai cassé plein de fois mes séries et j'ai manqué pas mal de jours, mais ça commence à ça fait partie intégrante de ma vie aujourd'hui, quoi. Et toi, Sébastien? Alors moi, beaucoup moins profond, il m'est arrivé un truc incroyable, tu vois? Technique de vente, voilà, vous voulez des techniques de vente, on vous en donne. Donc, je suis allé, changer mes lunettes. Enfin, alors à la base, je suis allé faire un devis pour changer mes lunettes, dans une, petite boutique à côté. Donc je suis allé dans une petite boutique pour faire changer mes lunettes et tout, donc super sympa, une petite boutique, pas très loin de Bellecour, ça s'appelle Sensei, je crois, qui est, vraiment vraiment cool, c'est très agréable, lunettes de fabrication française et tout, donc vraiment sympa. Et moi, je suis un peu un flippé, tu vois, au niveau des remboursements, mutuelles et tout, parce que quand tu es indépendant, c'est un peu le chaos, c'est un peu le flou. En fait, je me suis rendu compte que ça va, j'étais quand même remboursé, on est quand même bien remboursé quand même, sur ce sujet-là. Donc c'est plutôt sympa. Et donc, je vais voir pour faire mes lunettes, donc je fais mon petit essayage qui dure bien 30-40 minutes parce que tu sais comment c'est les lunettes, c'est quand même, ça fait partie de ton look, quoi. Si tu les portes tous les jours, c'est un truc important. Et donc du coup, je regarde ça et puis je lui demande à la dame, voilà: «Est-ce que vous pouvez me faire un devis? Parce que je pense pas forcément les acheter aujourd'hui, il faut que je réfléchisse et voilà, il faut quand même sortir, plus de 200 balles d'un coup parce qu'ils te remboursent enfin, c'est pas automatique, il faut employer tes papiers et attendre d'être remboursé, donc c'est un petit peu chiant». Et elle me fait: «Pas de souci et tout». Puis là, elle regarde mes lunettes, que j'avais et elle me fait: «Mais attendez, votre verre, il sort un peu de la monture et tout». Je fais: «Ouais, ça fait un petit moment et tout». Effectivement, tu vois, vraiment, les lunettes, c'était un peu au bout de leur vie, tu vois? Genre, tu avais, le verre qui littéralement commençait vraiment à sortir par le haut, tu vois? Mais bon, ça faisait un moment, tu vois, que c'était comme ça, donc bon, bref. Elle me fait: «Bah, passez-les-moi, je vais essayer de les modifier, enfin, de les arranger». Et donc, je lui donne, je fais: «Pas de souci». Mec, elle revient 10 minutes après, mes lunettes en 2 parties. La deuxième offerte, quoi. La deuxième binocle, monocle offerte. Ah non, mais j'étais au bout de ma vie quand je regarde, je fais: «Quoi?» et tout. Le verre, tu sais, en fait, l'endroit, elle avait essayé de pousser, en fait, le truc a cassé, quoi. Et elle me fait: «Ouais, je pense que» elle s'est franchement, elle s'est à peine excusée. Alors après, elle était très gentille et tout, tu vois? Donc je peux pas lui casser le sucre sur le dos non plus. Mais en même temps, tu vois, j'étais un peu au bout de ma vie parce que, bah, elle avait pété mes lunettes, quoi. Moi, je les porte tout le temps, enfin, sinon je vois pas. Et genre, elle fait: «Ouais, je pense que» enfin, ouais, elle s'est à peine excusée. Elle fait: «Je pense que, ouais, elles étaient vraiment vieilles, il est temps de les changer et cetera». Elle avait pas tort, les lunettes, faut les changer genre tous les 2 ans, tu vois? Quelque chose comme ça. Moi, ça j'avais plus 2015, donc ça commence à dater. Mais voilà, elle me fait, «Ouais, si vous voulez, je vais mettre un petit point de colle et tout». Et je réfléchis, je fais: «Ah mais laisse tomber, quoi, si ça se casse en plein milieu, c'est la galère et tout». Du coup, je fais: «Bon, bah, vas-y, je vais prendre les nouvelles lunettes et allez, c'est parti, quoi». Donc, je me prends un petit moins 209 balles sur mon compte en banque, tu vois? Ça fait plaisir. Bon, je vais être remboursé et tout, mais elle il faut un peu de temps quand même. Parce que du coup, je lui demande aussi les remboursements et tout, combien de temps et tout à peu près en moyenne? Tu sais, je me disais: «Ouais, elle m'a dire: "Oh, 2 semaines". Elle fait: «Oh, 1 mois et demi maximum». 1 mois! Donc voilà.
Et du coup, voilà, donc elle me fait mes lunettes en urgence, c'est cool, et elle me fait, «Oui, attendez, je vais aller mettre un point de colle quand même sur les anciennes lunettes et tout». Donc j'attends un peu, mec, elle revient, elle fait: «Ouais, ça a pas marché, du coup j'ai mis un scotch». Donc mes anciennes lunettes ont un scotch dégueulasse, pour les maintenir, tu vois? Et je me suis dit: «Attends, mais si j'avais pas acheté mes lunettes tout de suite, elle m'aurait rendu mes lunettes avec un espèce de vieux morceau de scotch dégueulasse». Et du coup, enfin, tu sais, moi qui vois tout le temps des clients et tout, ah, c'est chaud quoi, tu passes pour un gros plouc quoi, tu vois? Mmh. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Donc bonne technique de vente, au moins elle a pu vendre les lunettes tout de suite. Donc voilà, si, vous êtes, opticien, je vous recommande cette technique, elle fonctionne, très bien. Voilà, un commentaire Wesley? Ouais, je pense qu'on a quelques pépites là pour le générique, là, pour le début de l'émission. Ouais, 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 c'est assez incroyable. Mais voilà, donc c'était un peu l'histoire de ma vie. OK, en tout cas, tu as des nouvelles lunettes aujourd'hui et tu C'est tu y ça, et vois je clair. je vois en 4K, donc grosse résolution, plus qu'avant, du coup 4 fois plus qu'avant. Et non, c'est dingue en fait, parce qu'à chaque fois que tu changes de lunettes, tu te dis: «Ah ouais, mais en fait, je voyais trop pas». Et c'est drôle. Je sais pas si ça te le fait aussi, toi qui as des lunettes, Wesley? Ouais, non, c'est juste une impression, je pense. À moins que la vision ait été corrigée Si, bah, tu entre-temps. peux corriger, tu vois? Ouais. Mais souvent, ça dure un petit moment. Mais là, j'ai traitements anti-écran et tout, tu vois? C'est D'accord, ouais, je vois, je vois. nickel, quoi. J'ai la totale, ça fait presque le café si j'appuie sur un bouton, enfin, c'est génial, quoi. Donc voilà, sur cette anecdote, incroyable, je vous remercie d'avoir suivi Systemator. On vous donne rendez-vous sur le site systemator.tech, Tech, et puis on vous dit, à lundi prochain, même jour, même heure, si vous nous écoutez le jour de la sortie. Pour les autres, sachez que c'est le lundi, et que donc le lundi à 6 heures du matin, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast, celles que vous utilisez peut-être en ce moment. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous allez retrouver ça à midi en direct. C'est-à-dire que pendant la pause de midi, vous pouvez écouter Systemator, et du coup vous éloigner de vos collègues, et c'est génial. Ouais, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, Wesley? Ouais, 100 d'accord. Allez, merci à tous et à la semaine prochaine. Merci Seb, merci à vous. Ciao, ciao.